Bonjour, nous allons vous présenter ici différentes voies de recherche américanistes au sein desquelles anthropologie et linguistique ont dialogué, voire œuvré en réelle interdisciplinarité, ceci dans des recherches menées en France. Ces recherches se sont bien sûr développées en interaction avec les travaux menés ailleurs, en particulier dans les Amériques pour notre domaine, autant pour leur versant théorique que leur versant collaboratif. Mais pour des raisons d'espace, nous ne pourrons suffisamment illustrer ce trait aujourd'hui. Le titre de la grammaire au rituel nous était assez facilement venu à l'esprit parce qu'au premier abord, cette histoire commençait à nos yeux dans la deuxième partie du XXe siècle. Cependant, afin de la mettre en perspective avec les recherches africanistes, il nous a semblé judicieux de débuter plus avant, au début du XXe siècle. Cela mettra en évidence de grandes différences avec l'histoire exposée par Sandra Bornand et Cécile Le Guy hier. Ces différences sont dues à une pluralité de facteurs, en particulier les situations coloniales contrastées et leurs multiples facettes, et aussi la différence démographique en termes de locuteurs des langues, la plupart des langues amérindiennes étant parlées par très peu de locuteurs déjà à cette époque. On commencera par un panorama historique qui suivra trois mouvements. Ceux-ci se sont en partie superposés chronologiquement, mais pour privilégier le cheminement des idées développées, nous permettrons deux allers-retours dans le temps. Puis, certaines thématiques liées à des recherches plus récentes seront illustrées. Évidentialité, agentivité, vocalité, mémoire et écriture. Au début du XXe siècle, il y eut peu de travaux américanistes menés depuis la France. La figure la plus emblématique de cette période fut Paul Rivet, qui travailla de façon presque obsessive sur tout vocabulaire de langue amérindienne qu'il put repérer, dans l'idée d'étayer des hypothèses diffusionnistes, notamment sur la provenance asiatique des sociétés amérindiennes. Rivet menait le projet ambitieux de comprendre la classification des langues du continent américain dans son entier, et en particulier celles sud-américaines, sur lesquelles il existait des données très lacunaires et éparses, à cette époque, malgré une diversité vertigineuse. L'Amérique du Sud restait une terra incognita de ce point de vue, selon l'expression de Franz Boas, à la différence des langues nord-américaines, beaucoup plus étudiées ou qui commençaient à être plus étudiées aux États-Unis sous l'impulsion du Bureau des Affaires indiennes et du même Franz Boas. Jeune médecin, Paul Rivet débute ses recherches en 1901 dans le cadre de la mission géodésique française de l'Équateur, lors de laquelle il déploie une curiosité tous azimuts. En plus de soigner, il s'investit dans des enquêtes naturalistes, agronomiques, d'anthropologie physique, d'ethnologie, d'archéologie, d'histoire et de linguistique. Humaniste, anti-évolutionniste, il est fasciné par l'anthropologie physique, mais il deviendra finalement peu convaincu de son rôle pour comprendre la diffusion des groupes humains, suite notamment aux discussions menées au sein de l'Institut français d'anthropologie, dont nous a parlé Pierre-Yves Testenoir mercredi. Suivant Antoine Meillet, il croit en revanche en la clé des langues pour comprendre l'histoire du peuplement du continent américain, mais à la différence du professeur de grammaire comparée du Collège de France, Antoine Meillet, c'est surtout à du vocabulaire comparé, si je puis dire, que ça donnera Rivet. Au cours d'une carrière prestigieuse, notamment à la direction du musée d'ethnographie du Trocadéro et comme cofondateur du musée de l'Homme, il collecte et collectionne les moindres éléments sur une diversité de langues amérindiennes. Ayant fait peu de travail de terrain, ce sont surtout des données de seconde main qu'il étudie, décelées ici et là-bas, telles que celles recueillies, cette fois par lui-même, en Équateur, ou portées, les langues Jiwaro, Colorado, Kayapa, Zaparo, Cocaima, Andoena, etc. Ou parfois il les commanditait à de jeunes chercheurs avec lesquels il collabore. Il publie de façon prolifique, notamment dans le journal de la Société des Américanistes, et souvent avec d'autres, tels qu'Henri Beuchat sur des langues de Colombie, Georges Créqui-Montfort, plutôt sur la zone andine et ses contrebas, en Bolivie, au Pérou, et avec le père Tastevin sur les langues Catuquina, Arawak et Pano d'Amazonie. Rivet se trouve à la croisée des influences d'Antoine Meillet et de Marcel Mauss, fondateur de la sociologie. Il a également une grande admiration pour Franz Boas, qui, selon ses mots, je cite, « m'a fait comprendre la solidarité qui existe entre les caractères physiques, biologiques, culturels,
linguistiques des différentes branches de l'humanité. » Fin de citation. Cependant, ou de ce fait, ils échangeront probablement plus sur la question du racisme que sur la linguistique. L'approche de Rivet tient très peu en effet de l'influence germanique von Helmholtzienne, nodale à Boas, et ne développe pas d'intérêt spécifique non plus pour les traditions orales portées par les langues. À la différence des États-Unis, il y eut du reste peu de collectes de textes amérindiens depuis la France, durant cette première moitié du XXe siècle, si ce n'est la figure majeure d'Alfred Métraux, lequel porta un intérêt particulier au récit. À une époque où les deux disciplines, linguistique et ethnologie, étaient émergentes et s'incarnaient souvent dans de mêmes savants et enquêteurs, Métraux recueille ainsi à la fois des listes de vocabulaire et une multitude de récits, mythes, poésies, chants, chez les Pilaga, les Toba, les Huichi du Chaco, lors de son premier travail en Argentine de 1928 à 1932, puis chez les Chipaya, dans les Andes, aussi chez les Kayapo, en Amazonie brésilienne, à Haïti, et il va aussi sur l'île de Pâques lors de l'expédition où l'envoie Rivet. Même s'il concerne une ère océanienne à laquelle on accède via le continent américain, un épisode de l'enquête de Métraux sur l'île de Pâques révèle bien son attrait pour les narrations. Alors que le but de cette expédition était de ramener des exemplaires d'écriture pasquane, Métraux, lui, s'entête au recueil de toutes sortes de récits et de descriptions métaculturelles, au point que son informateur principal, Juan Tepano, qu'on voit ici au centre, dans la photo du centre, Juan Tepano donc s'agace vivement et le provoque. « N'avez-vous point de texte chez vous ?» S'ensuivent 2 semaines mémorables, comme l'a rappelé Christine Laurière dans l'article « Fiction d'une mission », où Alfred Métraux raconte chaque nuit l'Odyssée au Pasquan, les voyages d'Ulysse devenu Oulité, dans une version pasquanisée et théâtralisée qui fascine et se diffuse sur l'île. Bien d'autres américanistes se trouveront pris dans ce jeu réciproque de narration. Cependant, les récits et discours recueillis par Métraux en langue visent un travail plus ethnologique que linguistique. Métraux n'est pas plus convaincu par les hypothèses diffusionnistes de Rivet. Il admire du reste davantage son maître à l'Institut des langues orientales, l'africaniste Maurice Delafosse, dont on a déjà parlé hier. Et les intuitions de Métraux sont notables. Par exemple, concernant l'écriture pasquane dont il est censé rapporter des preuves, il écrira à Marcel Mauss depuis Anearoa en décembre 1934, être, je cite, « convaincu que ce n'est pas une écriture, mais un moyen mnémotechnique pour retenir des hymnes religieux. » Fin de citation. Une voie qui deviendra centrale dans des travaux beaucoup plus récents d'anthropologie de l'écriture et de la mémoire rituelle sur lesquels nous reviendrons. C'est à peine 1 an après le retour de Métraux de l'île de Pâques que Claude Lévi-Strauss part depuis São Paulo, il enseigne la sociologie, pour une autre expédition lointaine, celle qui le mènera à travers la forêt amazonienne jusqu'au groupe Cadubeo, Bororo d'abord, avant la grande expédition chez les Nambiquara. Dans les carnets de terrain qu'il remplira lors de son séjour chez les Nambiquara, et qui furent récemment l'objet d'un projet de recherche mené par Emmanuel Devaux, auquel participèrent Michel de Fornel et Camille Réverty, présents aussi dans notre colloque, dans ces carnets, juste précisément, l'on découvre combien Lévi-Strauss s'est efforcé de comprendre la langue Nambiquara, dont il prit des notes sur des pages et des pages. Cependant, cet effort resta vain, sans doute dû à un séjour trop court, le fait qu'il s'agissait d'une langue non décrite, difficile et possiblement utile à faire sans le savoir à des variantes. Cette difficulté de compréhension contribua probablement au fait qu'il ne mena pas vraiment de collecte de récits. De ce terrain, Lévi-Strauss tirera ses travaux sur l'organisation sociale et la parenté. On connaît bien le rôle décisif qu'eut ensuite la rencontre entre Claude Lévi-Strauss et Roman Jakobson à New York, où il leur fallut s'exiler tous deux durant la Deuxième Guerre mondiale. Il naquit une amitié intellectuelle qui durera des décennies. Dans le cadre de l'École libre des hautes études et du Cercle linguistique de New York, Jakobson introduit Lévi-Strauss à la linguistique du Cercle de Prague et en particulier aux travaux de Trubetskoy sur la phonologie, à partir desquels Lévi-Strauss construit son modèle théorique du structuralisme en anthropologie.
En France, c'est avec Émile Benveniste que Lévi-Strauss trouve le plus de connivence parmi les linguistes. Et ici, je reprends une diapositive d'une présentation faite par Chloé Laplantine dans une précédente occasion de colloque de la Société sur l'histoire de la linguistique. Benveniste, enfin plutôt Lévi-Strauss, rapportera que Benveniste fut sans doute le seul membre de son jury qui comprit ce qu'il avait voulu faire dans sa thèse « Les structures élémentaires de la parenté », soutenue en 1948. Lévi-Strauss consultera du reste souvent Benveniste pour ses connaissances sur le vocabulaire et les concepts des langues indo-européennes, mais aussi des hypothèses élaborées à partir des vocabulaires de langues amérindiennes, telles que sur les noms des parties du corps, en Kepkiliwat, une langue tupi. De son côté, Benveniste porte dès le début une grande admiration au développement qu'entreprend Lévi-Strauss du structuralisme en anthropologie. Il profitera aussi de ses contacts pour organiser 2 séjours d'enquête en 52 et 53 sur la côte nord-ouest du continent américain, d'où il reviendra avec des données sur le Tlingit, l'Aïda, le Inupiaq et le Gwich'in. À Paris, Lévi-Strauss rejoindra Benveniste comme professeur au Collège de France et les 2 hommes développeront un dialogue continu qui conduira notamment à la fondation ensemble de la revue L'Homme, revue française d'anthropologie en 1961. Comme en rend compte Chloé Laplantine, plus tôt, au début des années 1950, en relation notamment avec Jacobson, qui vient d'entrer comme professeur à Harvard, Benveniste cherchera à créer un dialogue entre les courants de linguistique qui se développent de façon plutôt dissociée en Europe et aux États-Unis dans cette après-guerre. La question du sens est au cœur des problèmes dont il souhaite un large débat. À l'heure où la linguistique nord-américaine est embarquée dans le distributionnalisme et le formalisme post-Bloomfoldien. Cependant, au fait des controverses qui occupent les tribunes du journal American Anthropology sur la relation entre langue et culture, Benveniste se demande en fait si ce thème ne serait pas plus fructueux, celui entre langue et culture. Le point de départ de la controverse est notamment un texte de Voegelin, Linguistics Without Meaning and Culture Without Words, paru en 1949 dans Word, revue créée peu avant par le Cercle de linguistique de New York en lien avec l'École libre des hautes études. Finalement, la conférence transatlantique que souhaitait organiser Benveniste aura lieu à Nice et portera sur la signification, alors que c'est dans le cadre de la Conference of Anthropologists and Linguists, qui se tient un an après à Bloomington, que se discutent les relations entre langue et culture, et surtout linguistique et anthropologie. Ce sont Lévi-Strauss, Jacobson et aussi Voegelin qui produiront une synthèse de cette rencontre. Lévi-Strauss en signe le premier chapitre. Il y met sur la table le désarroi des ethnolinguistes et des anthropologues face à une linguistique qui s'émancipe en tant que science formelle. Il insiste sur l'importance des niveaux de comparaison et d'éventuelles relations. Excluant l'idée autant d'une absence de relation entre langue et culture que d'une corrélation totale à tout niveau, il prône, je cite, une position moyenne, appelant finalement à une science plus générale, celle de l'humain. Lévi-Strauss inclura dans sa section sur langage et pensée de Anthropologie structurale 1 une version française de ce chapitre programmatique où il illustre à quel niveau d'abstraction linguistique et anthropologie peuvent être conjointement pertinents. Les analyses sur les classifications développées ensuite dans la pensée sauvage s'inscrivent certainement dans ce programme. Cependant, si le structuralisme et le formalisme lévi-straussien trouvent ensuite une matière riche à penser dans le corpus de mythes du continent américain, cette entreprise finira par l'éloigner pleinement de son enthousiasme initial sur les possibilités de correspondance entre certaines structures de la langue et certaines structures du social et du culturel. Une distanciation et un désenchantement. Et si le programme lévi-straussien rejoint les réflexions des premiers travaux de Boas sur la nature inconsciente des phénomènes linguistiques et culturels, explorés également par ce dernier à partir des mythes amérindiens, les 2 approches se disjoindront aussi finalement. Comme le rappellent Camille Joseph et Isabelle Kalinowski dans leur ouvrage récent La parole inouïe, Lévi-Strauss reprochera à Boas de ne pas être allé au-delà de la pensée consciente des individus, renvoyant notamment à l'attachement croissant que Boas prêtera à la littéralité, à la pertinence des traductions,
aux détails des variations, au contexte de production et aux qualités sonores et émotionnelles des performances. Delheims, quant à lui, en disciple de Boas et en représentant du courant naissant de l'ethnopoétique, reprochera à l'analyse structurale des mythes d'avoir abandonné le texte. On l'a bien assez répété. Le travail de Lévi-Strauss sur le mythologique est une entreprise intellectuelle qui ne trouve pas son intérêt dans la narration elle-même, mais dans les squelettes narratifs qui valent pour les oppositions et les inversions qu'ils impliquent, et bien sûr leur transformation d'un bout à l'autre du continent. Dès les années 1970, quelques chercheurs, depuis cette approche d'analyse structurale des mythes, comme Pierre-Yves Jacopin et plus tard Laurent Fontaine, commenceront néanmoins à porter une attention aux formes linguistiques de ces récits. D'un autre côté, celui de la linguistique, Emmanuel Devaux et Michel de Fornel proposeront d'étendre le concept de transformation des mythologiques de Lévi-Strauss pour renouveler la typologie linguistique. L'idée est que des liens de transformation logique similaires peuvent s'appliquer à des éléments grammaticaux, ce qu'ils illustreront en comparant des langues de deux familles linguistiques distinctes, Algonquin et Sioux. Cependant, le détachement des narrateurs et de la situation interlocutive à ces différentes échelles contextuelles des mythologiques, cette visée vers l'abstraction du structuralisme, sera poursuivie par les théoriciens de l'américanisme en France, ou très présents en France, tels que Philippe Descola et Eduardo Viveiros de Castro, avec leurs théories les plus connues sur les ontologies et sur le perspectivisme, respectivement. La puissance de ces modèles théoriques influencera productivement un large ensemble de chercheurs, tout en les détournant, souvent, des ressources d'une ethnographie de l'interlocution. Même si la théorie perspectiviste de Viveiros de Castro, dans l'une de ses premières formulations, s'appuie sur le modèle des pronoms de Benveniste pour décrire les conceptions amazoniennes des relations sociales et cosmologiques, cette théorie s'élabore à un autre niveau d'interaction et de métaphysique culturelle. On soulignera cependant les apports d'Anne-Christine Taylor qui, tout en étant très proche de l'élaboration de ces théories, développe dans les années 90 des travaux sur les régimes de communication caractérisant les relations entre humains et esprits qui deviendront très influents dans les études amazonistes et s'inscrivent, sans le dire, dans le vaste champ des ethnothéories du langage et la pragmatique de la communication qui sont au cœur du programme de l'anthropologie linguistique. Mais il nous faut revenir aux années 1960 pour suivre une autre voie de recherche, notre premier petit aller-retour temporel. À l'heure où Lévi-Strauss travaille ses mythologiques, se développent dans les années 60 des recherches sur les langues amérindiennes sous l'impulsion de Bernard Pottier et dans le cadre notamment de ce qui deviendrait l'équipe d'ethnolinguistique amérindienne. D'une certaine façon, Bernard Pottier reprend le programme ambitieux d'enquête sur les langues amérindiennes de Paul Rivet. Comme lui, il porte une attention accrue aux langues du sud du continent, même s'il englobe davantage en intégrant la Mésoamérique. En effet, Bernard Pottier est d'abord hispaniste. Il a découvert les langues amérindiennes après s'être rendu en Amérique, mu par un intérêt pour les variantes américaines de l'espagnol. Mais il y a des différences majeures entre les optiques de Paul Rivet et celles de Bernard Pottier, qui sera suivie par un ensemble de jeunes chercheurs, dont nous citons simplement quelques-uns, qui intégreront l'équipe d'ethnolinguistique amérindienne fondée en 1972. On mentionnera notamment Michel Launay et Sybille Toumi pour le nahuatl, Yolanda Bourou, Francesca Saloz, Elsa Gomez-Imbert sur les langues amazoniennes de Colombie, Sicuani, Andoké, langue tucano, Gérald Taylor et Liliane Portieri Gutiérrez sur le Quichua et l'Aymara dans les Andes, Michel Dessin sur le Guarani, ou Aurore Monod, qui, tout en étant rattachée au LESC à Nanterre, contribue souvent à cette époque initiale avec ses travaux sur les pratiques linguistiques Troumaï d'Amazonie brésilienne, puis sur le maya tzeltal au Mexique. Face donc à l'attrait de Rivet pour les listes de vocabulaire, c'est la description des systèmes grammaticaux qui intéresse Pottier et ses chercheurs. Et face aux thèses diffusionnistes qui obsédaient Rivet, c'est bien la sémantique grammaticale et sa modélisation
comme forme de la cognition humaine qui passionne Pothier, lequel est influencé par des penseurs comme le linguiste Gustave Guillaume et sa théorie de la psychomécanique du langage, ou encore René Thom et sa théorie mathématique des catastrophes. On voit ici comment le papillon sémantique de Bernard Pothier arrive en Amérique pour y butiner de nouvelles langues. Pour le dire simplement donc, plutôt que le lexique, la grammaire, plutôt que le diffusionnisme, un comparatisme visant à dégager à la fois des types et des modèles explicatifs englobants, ou ce que l'on appellera plus tard les invariants et leurs variantes. Ainsi, dans l'avant-propos du premier numéro de la revue Amérindien, fondée peu après par l'équipe d'ethnolinguistique amérindienne et qui publie jusqu'à aujourd'hui des articles sur les langues et les textes amérindiens, Bernard Pothier décline son programme: une typologie syntaxique, une typologie sémantique, une typologie textuelle, une typologie du signifiant, intégrant ici gestes, attitudes, proxémiques. Mais qu'en est-il du versant ethno de l'ethnolinguistique? Dans ce même numéro, Pothier écrit « On ne peut étudier ces parlers sans s'initier à la vie des hommes qui les utilisent », d'où le terme d'ethnolinguistique retenu dans le titre. Dans l'article de langage, publié quelques années avant, le programme s'énonçait de façon un tant soit peu plus détaillée ou formelle, révélant aussi ses connaissances du champ, sur les pans conceptuels et fonctionnels. Tout d'abord, je cite, « Langue et culture, linguistique anthropologique, sociolinguistique, langue, pensée et culture sont autant de formulations exprimant les relations entre les langues et les cultures au sens le plus large du terme. L'ethnolinguistique sera l'étude du message linguistique en liaison avec l'ensemble des circonstances de la communication. Les linguistes de cabinet se préoccupent de la langue en tant que code ou squelette. Ils méconnaissent les produits de la langue, les textes oraux ou écrits, et les liens entre la langue et des éléments paralinguistiques qui sont souvent déterminants. L'approche est celle donc du linguiste de terrain, qui s'attache à la langue dans son usage oral ou écrit. Elle prône la qualité empirique et l'évitement du lingocentrisme, c'est-à-dire éviter de projeter des catégories de nos langues sur les autres. Rappelons-nous que nous sommes aussi à l'époque de la montée en puissance du générativisme. Et les grands domaines de l'ethnolinguistique sont énoncés: langue et vision du monde, réflexion sur le langage et les langues, langue et communication. Dans ses travaux personnels, Pothier déploiera principalement les analyses sémantiques et il propose à sa manière une vraie réflexion sur des thèmes chers de l'ethnolinguistique de l'époque, à savoir la relation entre catégories de langue et catégories de pensée. Et ce, dans un programme comparatif ambitieux, comme le révèle également le questionnaire conceptio-grammatical qui est proposé dans le même numéro, l'ethnolinguistique de langage. À la différence des questionnaires antérieurs, on ne part plus de mots et de phrases basiques à traduire, mais d'un ensemble précis et englobant de concepts pour comprendre comment ils se déclinent dans les langues dans une approche sémasiologique. Les membres de l'équipe d'ethnolinguistique amérindienne, qui deviendra le CELIA, près de deux décennies plus tard, sont eux des linguistes de terrain et des décrypteurs de textes. Ils s'attacheront aux descriptions et aux analyses grammaticales presque tout autant qu'au recueil, à l'analyse et à la traduction de la tradition orale, aux théories amérindiennes de la parole et de l'interlocution, au positionnement épistémique et à l'évidentialité, à des pratiques sociales et langagières telles que l'exogamie linguistique, travaux de Gomez-Humbert, ou encore aux systèmes graphiques locaux. Plusieurs se spécialiseront vers la morphosyntaxe dans une optique plus fonctionnaliste et typologique avec des travaux remarquables comme ceux sur l'omniprédicativité de Launay ou de l'ergativité de Quecholaus. D'autres travaux, tels que ceux de Gerald Taylor sur le Quechua et de Michel Launay pour le Nahuatl, s'attellent à une compréhension très fine des textes anciens en langue indigène, qui dialoguent avec l'ethnohistoire et l'anthropologie dans la ligne de la nouvelle philologie. Cette démarche se prolongera au XXIe siècle dans des travaux ambitieux de comparatisme ethnohistorique
fondé sur une approche en anthropologie linguistique, tel que celui de Langas, mené par Capucine Bandin et ses héritiers sur les langues générales, à savoir les langues amérindiennes ayant servi de langue véhiculaire pour le pouvoir colonial. La construction, et dans ce contexte, il travaille sur la construction du lexique politique dans le monde guarani. On voit ici quelques pages écrites en guarani, une page écrite en guarani, et aussi en quechua au Pérou. Enfin, un autre pan concerne une linguistique plus appliquée, telle qu'elle fut développée, par exemple, en lien avec les programmes de l'IRD en Guyane, pour la mise en place de matériel pédagogique en Teco, Kalinia, Palicourt, Wayana, Wayampi, ou bien dans le cadre d'une ambitieuse politique de traduction de la Constitution dans 7 langues autochtones de Colombie, menée par Yon Landaburu. Cette implication dans la politique linguistique a pu s'associer aussi à des travaux réflexifs sur le contact des langues, notamment ceux menés par Isabelle Léglise, ou la traduction culturelle dans les langues amérindiennes. Sur le plan de la formation, les années 1970 marquent aussi le début de l'enseignement de langues amérindiennes. Bernard Potier crée en 1968, à la 4e section de l'EPHE, un séminaire de langues indiennes de l'Amérique hispanique. Et peu après, à Paris 8, Vincennes, l'Institut de langues et cultures amérindiennes, où sont enseignés le quichua, le guarani et le nahuatl, et également la linguistique amérindienne et la culture amérindienne. Mais c'est à l'INALCO que l'enseignement des langues amérindiennes sera plus développé et où, à partir de la toute fin des années 80 et progressivement jusqu'aux années 2000, seront créés des diplômes d'établissement de quichua, d'inuktitut et de maya avec le nahuatl qui se maintiennent jusqu'à aujourd'hui. Ils associent toujours des cours de langue et de culture et furent ou sont portés avec des enseignants eux-mêmes ethnolinguistes tels que César Itier, Michel Terrien, Aurore Monod-Béclin, Marie Chauchon et moi-même. Et ils se font, quand faire se peut, avec la participation de locuteurs natifs. Il faut cependant signaler que la plupart des chercheurs, jusque très récemment, apprennent les langues seuls, avec la documentation qu'ils trouvent, et surtout sur le terrain, ce qui reste très vrai pour un bon nombre de langues, notamment toutes celles amazoniennes. Concernant le domaine arctique, il convient aussi de mentionner ici les travaux de la regrettée Michel Terrien et Nicole Tercis. Michel Terrien en particulier fut une ethnolinguiste très engagée, ethnographe des mots, pratiquant récits et chants inuits. Elle travaillera sur les conceptions du corps et de la maison, la relation du chasseur à sa proie, ou encore les savoirs sur la santé et l'analyse des concepts inuits utilisés dans le domaine du droit, en lien avec des revendications très concrètes des Inuits. Françoise Grenand, en Guyane, aura une approche similaire dans ses travaux avec les Wayampi. Mais repartons une dernière fois en arrière, ou encore une fois en arrière, pour suivre une ou deux autres voies et des chemins de rencontre. À la différence de la linguistique qui, en ce XXe siècle, s'autonomise des autres sciences sociales, certaines formations phares qui se développent en anthropologie à la fin des années 60 inscrivent dans leur enseignement linguistique et ethnolinguistique. C'est le cas en particulier du cursus qui naît en 1968 à Nanterre avec la création du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Sur le modèle américain de l'anthropologie, cher à Éric Dampierre, le cursus intégrera tant la linguistique que la préhistoire notamment. C'est Aurore Monod-Béclin, spécialiste de langue d'Amazonie et du Mexique, à la fois étudiante de Lévi-Strauss, qui l'enverra étudier les langues amérindiennes chez Potier, et d'André Martinet, avec qui elle fera sa thèse, qui enseignera à Nanterre la linguistique et l'ethnolinguistique, de même qu'elle donnera cette spécialité à la formation de recherche en anthropologie, la fameuse FRA de l'EHESS, créée un peu après, ou encore à Paris 7, dans les années 1980, où elle succède à Yon Landaburu, dans une université où se côtoyaient Robert Jolin et Antoine Cuglioli.
Si les linguistes américanistes se formèrent avec Pottier, nombreux anthropologues se formèrent donc à l'ethnolinguistique avec Aurore Monod. Ce qu'il importe de remarquer, c'est la place importante que tient l'ethnolinguistique et même la linguistique dans ce laboratoire d'ethnologie générale à ses débuts. Il y a une équipe d'ethnolinguistique qui réunit aussi Roberta Maillon sur la Mongolie ou encore Serge Tornet sur l'Afrique, une autre équipe sur les traditions orales et écrites où figurent notamment Pierre Smith ou Christiane Sédou. Et tous ces chercheurs sont en étroit dialogue avec d'autres essentiels de l'ethnolinguistique en France hors Nanterre, tels que Jacqueline Thomas pour l'Afrique, André-Georges Audricourt, Jacques Barrault ou Nicole Revel pour l'Asie. Le laboratoire d'ethnologie de Nanterre est alors un lieu théoriquement ouvert et assez inventif en linguistique, grâce également à Dan Sperber, qui y introduit le générativisme et commence à développer sa version de pragmatique inférentielle inspirée de celle de Paul Grice, laquelle aboutira à la théorie de la pertinence. L'américanisme y prend justement ses distances par rapport à la lexicographie culturelle pour s'engager dans des approches plus textuelles, grammaticales et surtout pragmatiques. On remarque que l'ouvrage tiré de la thèse d'Aurore Monod-Béclin s'intitule La pratique linguistique des Indiens Troumaï et non la grammaire et les textes Troumaï. Les enseignements et conversations de celle-ci de Aurore Monod articulent la linguistique énonciative de Benveniste. Tous les articles cités par Bill Hanks du cours de Silverstein figurent aussi dans sa bibliographie, a une approche éminemment dialogique et pragmatique depuis les actes de parole, les savoirs implicites et inférentiels, les questions de traduction, avec des auteurs allant de Austin à Silverstein, en passant par l'ethnographie de la parole, et ceci associé à la rhétorique culturelle dans une ligne qui croise ethnopoétique et approche cognitive. Elle explore et stimule des recherches collectives sur les formes du dialogue et sur les discours rituels, la mémoire, et dans cette ligne développe avec Alain Breton cette fabuleuse étude sur le carnaval de Batchahon où des questions anthropologiques sont travaillées à partir des spécificités sémiotiques et pragmatiques des paroles et dialogues rituels. Elle revient aussi sur la question transdisciplinaire des relations entre variantes et variations et en complicité avec Jean-Pierre Desclés, travaille la notion de frontières épaisses et des catégories qu'elle développe pour la compréhension des phénomènes de transition depuis les rites d'initiation jusqu'aux fonctions de la répétition. Aurore Monod-Béclin déploie également une ou une pluridisciplinarité plus large avec l'iconographie et l'épigraphie, l'archéologie et l'histoire au sein du groupe Maya, d'études Maya notamment. Elle forme de nombreux étudiants américanistes sur les voies de l'anthropologie linguistique qui en formeront d'autres à leur tour, renouvelant les thèmes temporalité, gestualité, parole du conflit, etc. Des collègues étrangers, centraux en anthropologie linguistique américaniste et au-delà, sont des collaborateurs réguliers, en particulier William Hanks, qui nous accompagne en séjour, Bruna Franchetto, spécialiste du Haut-Xingu en Amazonie, ou encore d'un point de vue comparatif, Alan Rumsey sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parallèlement à cette dynamique à Nanterre, au laboratoire d'anthropologie sociale, Carlos Évry revient sur l'analyse lévi-straussienne de l'efficacité symbolique, et ce, à partir d'une nouvelle ethnographie du rituel chamanique Kuna au Panama. Ce travail le mène à redéfinir la pictographie Kuna associée au chant comme un art de la mémoire. Ces hypothèses, ainsi que la théorie du rituel qu'il développe avec Michael Hausman, configurent une approche d'anthropologie pragmatique des dispositifs rituels impliquant l'étude d'éléments linguistiques et multimodaux. Par exemple, des références mouvantes à des pronoms personnels pour traquer les identités paradoxales au centre de la théorie du rituel de Severy Hausman. Celles-ci sont les déictiques sont centraux pour traquer ces références mouvantes. Ici donc, c'est une recherche qui ne se présente pas
au début comme anthropologie linguistique et qui finalement travaille sur des objets de communication très singuliers aux frontières de la communication verbale, qui ne sont ni de la conversation ni des récits. Ce sont ces recherches un peu périphériques qui conduisent une génération amazoniste de chercheurs à recourir à la linguistique pour étudier les processus cognitifs, mnémoniques et interactionnels du rituel. Ceci inclut en particulier l'étude de la dexis, des évidentiels et du parallélisme, et aussi de la voix. Sur ces aspects, on invoquera les travaux amazonistes originellement d'Escolien, de Pierre Deléage, qui développe aussi une recherche très novatrice sur les écritures et pictographies amérindiennes, ceux de Cédric Ivinec, à ma droite, d'Emmanuel de Vienne ou d'Andrea Luz Gutiérrez Choquevilca, sur lesquels on reviendra très bientôt. Dans les recherches amazonistes, ces thèmes rencontrent les travaux d'Anne-Christine Taylor sur les régimes de communication et les pratiques rituelles considérées comme des discours métalinguistiques sur le rapport entre le langage et le réel. Et on mentionnera dans cette ligne que Carlo Severi incite aussi à des réflexions collectives sur une hypothèse, celle d'une pragmatique qui serait propre au rituel, développée notamment dans ce numéro des cahiers d'anthropologie sociale, Paroles en actes, ou ces réflexions sur les processus de traduction et d'intersémioticité développées avec Bill Hanks dans ce numéro de How sur Translating Words. C'est finalement aujourd'hui le LAS qui affiche une équipe d'anthropologie linguistique constituée autour des membres américanistes, alors qu'au sein du Centre en ethnologie amérindienne du LESC, l'anthropologie linguistique occupe aussi une place importante, y compris chez les doctorants. À l'EPHE, 2 chaires d'anthropologie sont soucieuses de cette approche et portées par des américanistes, celle d'Andrea Luz Gutiérrez Choquevilca, spécialiste des Quichua d'Amazonie, et celle que j'occupe, intitulée Anthropologie linguistique du religieux, créée en 2021, très récente donc, et nourrie de mes travaux sur les Mayas. Finalement, ces différents courants américanistes récents, issus de différentes approches, dialoguent de façon croissante et collaborent sur des thématiques communes qui seront exposées plus en détail maintenant. Mais juste avant de passer la parole à Cédric Ivinec, il est important de terminer ce parcours historique en soulignant que l'anthropologie linguistique a pris aussi une place croissante dans les pratiques de recherche et d'action collaborative que nous menons ici et là-bas avec des locuteurs, acteurs, activistes des langues amérindiennes. Ce n'est pas une ligne nouvelle, on l'a vu, mais dans ce monde où tout n'est pas toujours pire, elle a pris plus d'ampleur, notamment en lien avec les efforts de reconnaissance des savoirs autochtones, en lien avec la question, bien sûr, de la restitution et des différentes formes de retour des enregistrements passés et présents, ainsi qu'en lien avec l'insertion, souvent par le biais de la linguistique et plus récemment de l'anthropologie linguistique, l'insertion donc des membres de communautés amérindiennes dans le monde scientifique. Et l'on s'attend, ou du moins l'on espère, que de là viendra aussi le renouveau du champ qui désormais les occupe et nous occupe. Merci Valentina. Nous allons donc maintenant développer 5 thématiques qui illustrent particulièrement les recherches ethnolinguistiques qui sont menées depuis une trentaine d'années dans les Amériques. La première sera la question de l'évidentialité, puis celle de l'agentivité, celle de la voix, puis celle de la mémoire, et enfin celle des écritures. Les recherches en anthropologie linguistique américaniste sont largement emparées de la notion linguistique d'évidentialité, une notion relativement récente par rapport à d'autres, mais devenue aujourd'hui familière des anthropologues américanistes, même non spécialisés en ethnolinguistique. La notion d'évidentialité est étroitement liée à l'ethnolinguistique. Elle a été découverte en effet en Amérique du Nord par Franz Boas. Sa première mention date de 1911 dans l'introduction au Handbook of American Indian Languages à propos du Kwakiutl. En effet, Boas y remarque que, pour dire une phrase simple comme « l'homme est malade », un locuteur du Kwakiutl devrait obligatoirement préciser s'il a vu cet homme malade, s'il en a eu ouï dire,
ou s'il l'a inféré, ou encore s'il en a rêvé. Cette notion se répand et se développe dans les années 1920-1930 dans des travaux linguistiques sur les langues de la côte nord-ouest et de Californie, sans que le terme evidential ne soit alors utilisé. Ce terme et cette catégorie n'ont été forgés par Jacobson que dans les années 1950 et sont alors étendus au-delà des langues amérindiennes, notamment au cas des langues slaves, dans le livre Shifters, Verbal Categories and the Russian Verbs de 1950. Dans la traduction française, qui date de 1963 par Rué, le terme evidential sera traduit alors par testimony. En linguistique, les recherches s'orientent rapidement vers la construction typologique de la catégorie à travers les travaux rassemblés par Chafe et Nichols ou ceux de Eichenwald et sur des questions de diffusion de traits linguistiques dans les travaux notamment toujours d'Eichenwald et de Dix. On peut cependant noter au sein de ce courant de recherche une ouverture progressive sur l'anthropologie, qui se verra notamment dans l'accueil de cette catégorie en France et dans son application au cas des langues sud-américaines, quand on compare trois recueils de travaux successifs. Le premier, celui de Chafe et Nichols, qui est intitulé Evidentiality, The Linguistic Coding of Epistemology, qui date de 1986. Les exemples sont essentiellement nord-américains, on en compte 6 chapitres, et on y trouve en plus 2 chapitres sud-américains, Aymara et Quechua. Il s'agit là de travaux purement linguistiques, sauf le dernier chapitre, écrit par John Dubois, et intitulé Self-Evidence and Ritual Speech. On y trouve une première approche anthropologique, transculturelle et très théorique. Dans ce texte particulièrement étayé par des exemples amérindiens, mayas en particulier, mais où il n'y a guère d'exemples linguistiques véritablement analysés, la question évidentielle est cependant déjà replacée dans une question pragmatique plus large à propos des discours rituels. Dans une deuxième étape, dans le recueil de travaux rassemblés par Zlatka Gencheva en 1996 intitulé « L'énonciation médiatisée », on ne trouve alors que 4 chapitres amérindiens consacrés à l'Inuktitut, au Squamish, une langue de Colombie-Britannique, ainsi qu'au Quechua, un travail de Gerald Taylor, et un travail d'Eliane Camargo sur le Kachina, alors que les 13 autres chapitres sont consacrés à des langues d'Europe et d'Asie. Tous ces textes sont purement linguistiques, fondés sur des exemples isolés ou abstraits, ou tirés de conversations quotidiennes, sauf dans le cas du chapitre de Gerald Taylor et dans une moindre mesure dans celui d'Eliane Camargo. Enfin, dans une troisième étape, le deuxième tome de recueil intitulé « L'énonciation médiatisée », toujours édité par Zlatka Gencheva, cette fois aidé de Yonlanda Bourou, qui date de 2007, on trouve désormais 14 chapitres amérindiens, où est particulièrement concentré sur les langues de Colombie, et on ne trouve plus que 4 autres langues essentiellement caucasiennes et turques. Ce volume inclut en outre des contributions beaucoup plus ethno-linguistiques, au sens où elles sont fondées sur des exemples tirés de genres discursifs variés et contextualisés. C'est en particulier le cas des chapitres écrits par Bruna Franchetto sur le Kwikuru, par Soares sur le Tikuna et par Landaburu sur l'Andok. Si les linguistes ont avant tout abordé l'étude des évidentiels pour en expliciter les valeurs sous l'angle de questions de typologie ou de diffusion aréale, les anthropologues qui ont repris cette notion s'en sont avant tout servis pour examiner les différents usages de ces marques en fonction des différents genres discursifs au sein d'une langue et d'une tradition, afin de comprendre comment ces différents genres peuvent former un système de contraste sur ce plan. Cette notion est donc un instrument important pour les approches pragmatiques des discours et des pratiques rituelles, s'intéressant à la position de l'énonciateur et à son rapport au contexte et à l'auditoire. Le sommaire donc, de ce deuxième tome de l'énonciation médiatisée.
Le premier travail d'anthropologie américaniste s'appuyant largement et explicitement sur les évidentiels est probablement la thèse de Pierre Deléage, qui date de 2005, consacrée au chamanisme Charanawa, qui a ensuite été publiée à la Société d'ethnologie sous le titre « Le chant de l'anaconde ». L'un des enjeux centraux de ce travail est de distinguer les divers procédés qui permettent de construire des énoncés et un énonciateur légitime pour certains discours ritualisés, à savoir des rencontres d'esprit, des récits mythologiques et surtout deux genres de chants chamaniques, les uns composés dans le moment de l'énonciation, les autres appris et reproduits à l'identique. L'usage de la notion d'événementialité est donc d'emblée particulièrement important, et donc d'emblée particulièrement centré à la fois sur l'amazonisme et sur l'étude du chamanisme et des rituels. On peut identifier quatre questions qui, en anthropologie américaniste, ont été particulièrement formulées et traitées grâce à l'examen des marques d'évidentiellement. La première est la question des valeurs épistémiques accordées à des discours portant sur des faits contre-intuitifs, des récits de rencontres surnaturelles, des mythes, etc. Et donc des conditions de légitimité de ces discours et de la crédibilité qu'il aurait accordée. On peut en effet relever des usages très contrastés, par exemple dans la mythologie, allant d'une distanciation maximale, comme des formules du genre « on dit qu'ils disent que » en quechua, ou « on dit qu'on a eu oui dire que » en surwi, à l'opposé une proximité et une assertion intense de témoignages directs, par exemple dans la mythologie Kwikuru, comme le montre Bruna Franchetto, en passant par une attribution de ces discours mythologiques à des ancêtres, comme c'est le cas en Charanawa. Deuxième question, l'examen des évidentiels, et plus largement des particules épistémiques, permet ensuite de repérer des genres discursifs en tant que tels, caractérisés par l'usage d'une modalité spécifique. Par exemple, en Surwi, population et langue que j'ai étudiée, les évidentiels permettent de distinguer entre les récits mythologiques, qui relèvent d'une sorte de oui-dire anonymisé, et les récits historiques qui relèvent d'un oui-dire individualisé. Autre exemple, en maya yucatèque, les particules épistémiques permettent de déceler les formes culturelles d'appréhension du futur, notamment dans les énoncés prophétiques, qui sont marqués par l'usage d'une particule grammaticale spécialisée pour la prédiction de faits hors du contrôle humain. Ensuite, l'attention aux marqueurs évidentiels a aussi souvent révélé un usage paradoxal de ces particules, non attendu par rapport à leur sens premier, dans nombre de discours rituels, permettant ainsi d'analyser la construction d'énonciateurs complexes et d'une polyphonie énonciative. C'est notamment le cas dans des chants rituels, par exemple dans les chants chamaniques Charanawa, où l'usage d'un marqueur de témoignage direct permet aux chanteurs de s'identifier à un esprit. Ou inversement, dans les chants de guerre et de boisson Surwi, le chanteur attribue la revendication de ses propres actes à un on-dit pour forcer l'auditoire à s'associer à cette célébration. Enfin, ces marques évidentielles constituent des instruments des conflits politiques, comme l'a proposé Marie Chausson dans son analyse des commérages chez les Mayas Tzeltal, où il est important de savoir bien utiliser les bons marqueurs évidentiels et d'incertitude au bon moment pour accuser quelqu'un sans pour autant pouvoir être soi-même accusé de médisance. Ou encore, comme l'explique Romain Denimal dans le poster qu'il présentera cet après-midi au sein de ce colloque, sur différentes stratégies discursives de référence aux lieux sacrés au Maya Quechí au Guatemala. Pour terminer sur ce thème, on peut souligner que le maniement des catégories évidentielles est un problème délicat dans la traduction des textes, autant des langues amérindiennes vers les langues européennes, où se perdent souvent un ensemble d'ancrages épistémiques essentiels aux récepteurs, que dans la traduction des langues européennes vers les langues amérindiennes, aussi bien s'agissant de la traduction de textes juridiques officiels, on a vu le cas des traductions des constitutions nationales en Colombie ou en Bolivie, que de la traduction de textes religieux, en particulier de textes bibliques. Leur omission fréquente par les traducteurs aboutit à des productions souvent surprenantes par rapport aux genres discursifs traditionnels, comme nous l'avions examiné à l'occasion d'une journée d'études en 2016 consacrée à l'activité de traducteurs de différents missionnaires, et comme l'avait déjà
remarqué brièvement Gerald Taylor dès 1996 en analysant des documents du XVIe siècle. Autre notion fortement ancrée dans la linguistique, l'agentivité a fait l'objet de dialogues et de travaux interdisciplinaires avec l'anthropologie à partir des années 2000, qui se sont développés dans le cadre d'un séminaire du Centre en ethnologie amérindienne du LESC, en collaboration avec Paris 7, puis avec le HES. Ces travaux ont été publiés dans 2 numéros de la revue Atelier d'anthropologie de 2010 et 2013, essentiellement consacrés à des populations amérindiennes de Mésoamérique et d'Amazonie. L'intérêt pour cette notion est dans de nombreux cas lié à un trait linguistique, le fait que beaucoup de langues amérindiennes ont une marque ergative distinguant le rôle d'agent d'une action. L'usage de la notion d'agentivité visait alors à étudier l'expression linguistique de plusieurs concepts jouant un grand rôle dans l'ethnographie américaniste, en particulier dans l'étude des ontologies locales, domaine vers lequel les recherches, notamment en Amazonie, s'étaient fortement orientées à partir des années 1990. La notion d'agentivité a servi dans ce cadre à analyser l'expression des relations asymétriques, résumées sous le concept de maîtrise, qui sert à qualifier la relation entre un chef de village et les habitants de ce village, tout comme celle entre des animaux et l'esprit qui les protège ou qui les distribue aux chasseurs. Ce thème était alors abordé à partir de plusieurs approches qu'on essayait d'articuler. D'une part, la perspective de l'ethnosyntaxe, mais dans une version ample et ethnographiquement informée. D'autre part, une approche pragmatique, en lien avec les travaux d'Alessandro Duranti sur la gentilité, et en même temps interactionnelle. Le programme a fait dialoguer des ethnologues travaillant sur les interactions avec les esprits maîtres, avec des linguistes spécialistes des relations actentielles et de leur sémantique, tels que Kechalos, ou des pragmaticiens comme Michel de Forny. L'agentivité s'y est trouvée déclinée en un spectre de causalité aux formes et degrés d'intentionnalité, de directionnalité et de responsabilité variés. Vous voyez sur cette diapo les résultats qui en ont été publiés donc, dans ces 2 volumes d'ateliers d'anthropologie. La notion d'agentivité oriente aussi les recherches ethnolinguistiques vers l'étude des formes du discours politique chez les Amérindiens, ce qui a récemment inspiré certains travaux menés dans le programme de recherche AMAZ sur les logiques du politique et les nouvelles formes de leadership chez les Amérindiens d'Amazonie. Elle contribue aussi à l'étude des formes d'attribution et de revendication d'autorité, essentielles dans les nouveaux contextes décoloniaux de collaboration, ou encore dans le cadre d'une anthropologie linguistique de la maladie, comme on le verra avec les travaux de Madison Borcal, qu'elle présentera tout à l'heure. Les travaux d'ethnolinguistique amérindienne étant essentiellement consacrés à des discours oraux, nombre d'entre eux ont inclus une analyse des dimensions orales, des dimensions vocales de ces performances. Cette dimension s'est d'abord illustrée dans l'analyse de l'iconicité sonore, qui joue un grand rôle à la fois au niveau purement linguistique, puisque beaucoup de langues amérindiennes font un vaste usage d'idéophones, mais aussi au niveau rhétorique, notamment dans certains chants ou incantations rituelles, comme dans les travaux d'Andrea Luz Gutiérrez Choquevilca, qui l'ont abondamment montré, notamment à travers la notion de masque sonore, expression destinée à décrire le rôle joué par cette iconicité dans certains chants. On y retrouve la question de l'énonciation, puisque c'est l'instrument, puisque la vocalité y est l'instrument de la construction d'un énonciateur complexe aux identités multiples, à la fois humain, animal et esprit. L'iconicité se retrouve aussi dans la mythologie, où elle est un moyen courant de dénoter la métamorphose d'un personnage quittant l'humanité originelle pour se transformer en ennemi. Cette relation à la métamorphose a également été travaillée par Vincent Hircel pour comprendre les modalités des dispositifs rituels amazoniens et andins sous l'angle de jeux contrastés sur l'incarnation et la désincarnation des veaux. C'est aussi dans une approche pragmatique de la vocalité que cette question a été développée, notamment à travers les analyses de la manipulation de la voix et du souffle dans des contextes rituels, et en s'attachant au rôle de la matérialité et de la sensorialité vocale comme moteur de la dynamique du rituel et comme opérateur d'altération spatio-temporelle. Dans ce cadre, Valentina s'est ainsi attachée aux effets des rythmes et débits énonciatifs sur la multitemporalité du rituel et la mise en mouvement d'entités invisibles.
Enfin, toujours dans le cadre rituel, les travaux d'Emmanuel de Vienne envisagent le dévoisement et le souffle comme des gestes techniques de pratique chamanique. L'importance de la performance orale se voit encore dans les multiples travaux qui ont été consacrés aux plaisanteries, depuis l'Arctique, ceux de Michel Terrien, jusqu'à l'Amazonie, encore les travaux d'Emmanuel de Vienne, en passant par les Andes, les travaux de Camille Riberti en particulier. Le lien avec le champ de l'ethnomusicologie est ici évident, d'autant plus que dans de nombreuses langues amérindiennes, la voix et le son des instruments musicaux, surtout les instruments à vent, ne sont pas distingués. Les croisements entre anthropologie linguistique, ethnomusicologie et anthropologie sont développés actuellement par des américanistes, et au-delà de l'américanisme, au sein du groupe The Voice, avec un Z, rattaché au LESC. Étant donné l'influence des travaux de Carlo Severi et d'Aurore Monod-Béclin dans le renouveau des approches d'anthropologie linguistique au sein des recherches américanistes dans les années 2000, il n'est pas surprenant que le thème de la mémoire y ait été largement développé. Ce thème a d'abord été abordé sous deux angles principaux. D'une part, la question de la mémoire a été abordée sous l'angle sociologique et historique de la transmission des souvenirs du passé. Il s'agit d'analyser alors les différents types de discours dans lesquels des souvenirs se manifestent et se transmettent, et donc la manière dont ces genres discursifs sélectionnent et façonnent certains types de souvenirs. Ce thème a été développé dès le livre collectif édité par Aurore Monod-Béclin et Antoinette Molinier, Mémoire de la tradition, qui date de 1993, et qui contient des études de cas provenant de toutes les Amériques, examinant comment diverses images du passé se manifestent dans plusieurs formes discursives, qu'il s'agisse de mythes, de prières, de chants rituels ou de prophéties. L'étude des régimes d'historicité amérindiens a plus récemment prolongé cette perspective en montrant le rôle que certains genres discursifs, des chants notamment, jouent dans ces régimes d'historicité. D'autre part, en lien étroit avec le travail de Severi, l'approche linguistique a permis d'aborder la question sous l'angle cognitif de la mémorisation, de la transmission et de la stabilisation des discours, en particulier des discours rituels, et de la constitution de champs de savoir traditionnels. Cette approche a particulièrement eu recours à une notion tirée des analyses rhétoriques, celle de parallélisme. Celle-ci a été utilisée à plusieurs échelles, micro-parallélisme à l'échelle des formules ou macro-parallélisme à l'échelle des épisodes d'un récit ou des parties d'un chant, voire des discours d'un genre discursif. Ces notions ont été largement construites en dialogue avec des travaux américains, notamment ceux de Greg Urban, Hélène Basso, John Haviland, ou brésiliens, notamment ceux de Bruna Franqueto. Il s'agit là d'une question et d'un outil d'analyse qu'on retrouve dans presque tous les travaux ethnolinguistiques depuis les années 90. La plupart des chercheurs qui ont mené des recherches ethnolinguistiques sur des terrains amérindiens ont aussi donné une dimension multisémiotique à leurs études, notamment en s'intéressant aux formes d'appropriation de l'écriture ou d'invention d'écriture par diverses populations. Encore une fois, ces travaux s'inspirent directement de l'œuvre de Carlo Severi, et notamment de ses analyses sur les pictographies dans le chamanisme Kuyo. Parmi les notions qui sont nées de cette ligne de recherche, l'une des plus importantes est peut-être la distinction proposée par Pierre Deléage entre écriture intégrale et écriture sélective, liée à une distinction entre écriture détachée, l'écriture au sens ordinaire, s'appliquant potentiellement à tout type de discours, et écriture attachée, réservée à la transmission et à l'énonciation de certains discours précis, essentiellement des discours rituels, et dont relèvent toutes les écritures inventées par les populations amérindiennes depuis l'époque coloniale. Cette thématique a aussi conduit ces chercheurs à s'intéresser aux usages pragmatiques des textes écrits, en particulier à leurs usages magiques, comme l'illustre un dossier de la revue Gradiva, Livre sorcier, coordonné par Andrea Luz Gutiérrez Choquevilca en 2021, dont la majorité des contributions sont américaines. Pour conclure très brièvement, les relations entre langues et cultures ont été discutées en tant que telles dans les années
1940-1950 dans un échange entre New York et Paris dans lequel anthropologues et linguistes dialoguaient. L'anthropologie structurale, qui en est née, a cependant rapidement oublié la linguistique. Ensuite, c'est du côté de la linguistique et de la sémantique grammaticale et fonctionnelle que s'est institutionnalisé un champ d'ethnolinguistique amérindien. Mais celui-ci s'est progressivement spécialisé dans une linguistique fonctionnelle et typologique. L'approche a parallèlement réémergé à partir de l'anthropologie, à partir des années 1970-1980. Et c'est de cette dernière voie que sont nées un certain nombre de notions aujourd'hui largement utilisées dans l'ethnologie américaniste. L'histoire de cette trajectoire mériterait donc une comparaison avec d'autres aires culturelles, en particulier avec ce qu'ont proposé les collègues africanistes hier, mais aussi avec des études sur l'Asie et l'Océanie. Nous vous remercions.